Cet épisode traite de violence conjugale et de maltraitance psychologique, de dynamiques d'emprise et de dépression, dont les représentations peuvent être graphiques. Cet épisode s'adresse donc à un public averti. Des murs de pierre fraîche, une fenêtre ouverte sur le sud et deux amis dans une chambre provençale. Jacqueline est assise au bord du lit. Dora brandit son appareil. Elle ne se ressemble pas. Dora est une pile électrique, élégante, mordante, intrépide. Elle entre dans une pièce et la pièce le sait. Jacqueline, elle, est solaire. Elle s'émerveille de ce que les autres ne prennent pas le temps de voir. Un reflet, un détail, un rien. On l'aime pour ça, pour cette façon de rendre le quotidien merveilleux. Derrière l'objectif, Dora regarde son amie et elle se souvient de cette femme qu'était Jacqueline avant de devenir la femme de celle qui peignait avant de rencontrer André. Comme elle-même menait une carrière libre et reconnue avant que Pablo ne lui fasse fermer son studio. Désormais, on les appelle muses, oubliant qu'elles avaient d'abord été des artistes. Alors, le temps d'une photo, elles se souviennent. Et Dora regarde Jacqueline comme personne ne la regarde plus, comme une femme et comme une artiste. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Dora que je vous raconte. Et en ce moment même, Camille du podcast Les Oubliés vous raconte celle de Jacqueline. Ce diptyque audio, nous l'avons pensé ensemble, à l'image de cette amitié qui nous a profondément marqués. Vous pourrez donc poursuivre votre écoute en cliquant sur le lien disposé en description. Je suis Élodie Bonin et vous écoutez Nicéphore, le podcast qui vous plonge dans l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans votre créativité. En décembre 1997, le froid règne sur un village croate. La population, encore marquée par la guerre des Balkans, vit dans des maisons modestes. C'est à la porte de l'une d'elles qu'un homme vient frapper. La vieille femme qui y loge n'attendait personne, encore moins un Français. Voilà un mois qu'il la cherche, pour lui annoncer une mort. Celle d'une cousine, au 5e degré, dont elle serait l'héritière la plus proche. Une cousine qu'elle n'a jamais connue et qui portait un nom qu'elle n'a jamais entendu. Henriette Théodora Markovitch. L'héritage tient en 750 photographies. Impossible à conserver dans une maison si modeste, livrée aux écarts de température. Il faudra vendre. Et pour vendre, il faut d'abord savoir qui était vraiment Henriette Théodora Markovitch. Henriette Théodora. Un prénom qu'elle n'a presque jamais porté,
Dès l'enfance, elle exige qu'on l'appelle Dora, tout simplement Dora. Ses parents cèdent et le nom reste. Elle naît à Paris, le 22 novembre 1907. Sa mère, Louise Julie Voisin, tient une petite boutique de mode. Son père, Joseph Markovitch, lui, est architecte. Il est né en Croatie, décroche des commandes à Buenos Aires et va jusqu'à bâtir l'ambassade d'Autriche-Hongrie. En 1910, la famille part pour l'Argentine. Dora a 3 ans, elle grandira désormais entre 2 continents, 2 langues et 2 vies. Une école à Buenos Aires, un lycée à Paris et l'océan entre les deux. Sur le pont d'un paquebot, à chaque traversée, cette petite fille apprend déjà à observer le monde. De retour à Paris, Dora intègre l'école des arts appliqués pour femmes, une annexe de l'Union centrale des arts décoratifs, que l'on appelle le Comité des dames. On n'y forme pas des amateurs, mais bien des professionnels. Et Dora sait déjà pourquoi elle est là, non par nécessité, car sa famille la soutient financièrement, mais par ambition. Elle veut faire œuvre. C'est là qu'elle rencontre Marianne Clouzot, la fille du conservateur du Palais Galliera. Marianne lui ouvre les salons feutrés du palais et dans ce milieu art déco, Dora s'impose d'emblée comme la femme chic, celle qui met du piment dans un cercle de jeunes intellectuels catholiques et modernistes. Et c'est Marianne qui un jour lui présente une autre jeune femme, Jacqueline Lamba. Dora et Jacqueline se ressemblent en tout. Elles étudient ensemble, se soutiennent, s'encouragent. Une amitié d'une vie naît, de celle que l'on voit rarement. Elles étudient d'abord la peinture. Mais pour Dora, ce n'est qu'un point de départ, car on l'encourage vite à passer à la photographie, considérée plus moderne, plus rentable, plus prometteuse. Elle suit les cours de l'Académie Julian, puis entre dans l'atelier du peintre André Lotte. C'est là qu'elle apprend que la photographie, c'est aussi et surtout une question de géométrie, de composition et de nombre d'or. Dora retiendra la leçon. La photographie sera une affaire d'équilibre géométrique. Mais reste encore à en vivre. Pour atteindre ses ambitions, elle devient l'assistante d'un photographe de mode, Harry Ossip Mearson. Avec lui, elle apprend les règles du genre, la fidélité aux vêtements, aux drapés, à la matière. Une scénographie sobre qui se doit toujours d'être au service de l'objet. En 1931, Dora ouvre son propre studio à Neuilly avec un décorateur de cinéma prénommé Pierre Keffer. Ils travaillent la publicité et le portrait, et leurs images portent désormais un sceau commun. Keffer, Dora Maar. Dora Maar, c'est le nom qu'elle se choisit. Maar, contraction de Markovitch. Elle n'a jamais expliqué ce choix et les chercheurs en sont réduits aux hypothèses. Une signature de femme moderne, ou bien la revendication d'une pratique qui n'obéit qu'à ses propres règles. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a là une profonde volonté de s'appartenir. Sa première grande commande arrive vite. L'historien de l'art, Germain Bazin, lui confie les photographies d'un livre sur le mont Saint-Michel, publié en 1933.
72 images, dont 6 seulement sont créditées à Mar. Les autres portent le nom de Bazin, dont personne ne connaît les réels talents de photographe. Et pourtant, c'est bien ce livre qui la révèle. On y reconnaît sa signature teintée d'un sens du drame, du goût du décor, et cette façon de rendre un lieu inquiétant et poétique à la fois. Ces images circulent, les revues d'art et d'architecture, les magazines littéraires et les publicités des maisons de mode et de beauté. Très tôt, on reconnaît à Dora Maar un talent particulier, celui de jouer avec les règles d'un milieu qu'elle maîtrise à la perfection, la photographie commerciale. Comprenez bien, dans les années 30, ce milieu n'est pas encore figé. On peut traiter une commande avec une part d'expérimentation sans en être pénalisé. Dora s'engouffre dans cette brèche. Elle mêle la publicité au documentaire et glisse de l'urbain dans la mode. Elle assume des mises en scène ouvertement dramatiques, des ombres appuyées, des accessoires incongrus, des photomontages, là où la convention exigeait la sobriété. Et puis, elle ne travaille pas avec des modèles d'agence. Elle fait poser ses propres amis, Nuchéloir, Mirette Oppenheim, Jacqueline Lamba. Et tout cela, c'est déjà un pied de nez à la société. Car en ces années, l'indépendance des femmes se négocie sur un terrain étroit. La loi ne bouge pas, on les renvoie au foyer et pour seul espace de liberté, on leur laisse leur corps. Soignez votre silhouette, disait-on, et vous serez libre. C'est ce mensonge que Dora vise, et elle le vise là où il est le plus fort, dans la revue de charme. Elle y photographie Assia Granatourov, la modèle d'artiste que tout Paris s'arrache. Et elle en tire des nus, où le corps féminin s'impose enfin, sans s'excuser d'exister. Mieux encore, elle déjoue la bienséance. Là où les textes qui accompagnent les images est explicite, les images, elles, imposent le respect de la femme. Tout cela demande du culot. Et Dora Maar est l'une de ces rares femmes à investir des territoires qu'on dit masculins. Le reportage, la mode, le nu, le charme. Et la plupart des magazines féminins sont dirigés par des hommes. Pour créer, il faut donc ruser, faire des images qui interrogent la femme moderne et parfois la défendent sous couvert d'obéir. En septembre 1933, Dora part seule en Espagne, sans commande, sans projet payé, sur le simple conseil d'un ami. Le pays est en pleine effervescence. La dictature de Primo de Rivera est tombée. La République est proclamée. L'Espagne bouge et Dora veut la voir de près. Elle fonce d'abord au cœur battant de Barcelone, le marché de la Boquiera. Les marchands dans tablier aident les clients à plein poumon. Les paysannes bradent leurs derniers légumes sur les trottoirs et Dora cherche l'ordre dans ce désordre. Les lignes, les pyramides, les diagonales. Puis, elle gagne la plage de Somorrostro, un bidonville de plusieurs milliers d'habitants, à la lisière de la ville. Là où d'autres auraient traqué la misère spectaculaire, Dora s'arrête sur les mères, les enfants et les anciens. Pas de condescendance, pas de charité. Ce qu'elle cherche, c'est un état, ce sentiment d'abandon, même s'il se teinte d'ironie.
et c'est là qu'elle fait le portrait le plus marquant du voyage. Un aveugle dans la rue. Les yeux vitreux, il serre contre lui un paquet. Sans doute une bandoria, cette petite mandoline. Une blouse de commerçant, la canne calée entre les jambes. Sa posture, c'est celle d'une pietà. Les yeux fermés reviennent sans cesse dans son œuvre. Le sommeil, la cécité, la mort, l'extase, l'émerveillement de l'enfant. Et toujours ce regard tourné vers l'intérieur qu'elle finira par réunir dans un même photomontage. De retour à Paris, Dora Maar se lie d'amitié avec la poétesse Lise Deharme, qui l'introduit dans son salon où se croisent les grandes figures de l'avant-garde, et c'est très probablement là, par cette porte, que Dora entre dans le cercle surréaliste. Ce nouvel entourage transforme sa pratique. Autour d'elle, on fait des photomontages, et à son tour, elle s'y exerce, produisant une vingtaine d'œuvres en autodidacte. À première vue, on ne les dirait pas surréalistes, tant la composition reste sage, géométrique, réaliste. Mais les thèmes, eux, ne trompent pas. L'érotisme, le sommeil, l'œil, l'inconscient, la mer. Et le plus remarquable, c'est sa méthode. Là où les autres découpent des illustrations de magazines, Dora, elle, assemble jusqu'à 4 photographies de sources différentes. Les siennes, des cartes postales, des tirages érotiques. Et puis elle photographie le montage lui-même pour fondre les contours et rendre le rêve crédible. Le tirage final ne montre aucune couture. De cette vingtaine d'œuvres, 2 seulement sont exposées de son vivant. La première, c'est le simulateur, un enfant au corps cambré, plaqué contre une voûte qui lui sert de sol. Autour, un couloir impossible, 2 fenêtres retournées, un mur qui enferme. C'est une sensation d'étouffement. La seconde porte comme nom l'adresse de son studio, 29 rue d'Astorg. Une poupée sans tête, assise devant un décor de Versailles, provoque l'inquiétude par une profondeur de champ hors échelle et déformée. Mais sa pratique ne s'arrête pas au photomontage. Dora traque aussi le surréalisme dans le réel. Les rues, les vitrines, les façades, les parcs, les terrains de jeu, tantôt pleins, tantôt déserts. Elle cherche l'étrangeté dans les mannequins de cire et leurs reflets qui brouillent les plans. La magie du quotidien se retrouve dans l'inquiétude du banal. Ce travail lui vaut d'être invité aux grandes expositions internationales du surréalisme. Tenerife, La Louvrière, Londres, New York, Tokyo et Amsterdam. Sa présence y est doublement remarquable, d'abord parce que la photographie y est rare, jugée incapable de saisir l'irréel, et ensuite parce que Dora Maar est la seule photographe présente aux 6 expositions. Sur 389 œuvres exposées, elle en expose 3, le simulateur, que nous connaissons, et 2 autres. Tout d'abord, le portrait d'Ubu, qui ne ressemble à rien de connu, ni à une photo surréaliste, ni à une image préexistante de Dora. Longtemps, on s'est même trompé sur le sujet. Les uns voyaient un végétal, les autres une mandragore diabolique. Mais c'est un tatou, sans doute un fœtus conservé dans du formol.
Dora le photographie de si près en gros plan qu'il devient quasiment impossible de l'identifier. La créature n'est plus un animal. Elle devient le père Ubu, le tyran grotesque inventé par Alfred Jarry en 1896. Les surréalistes y voient aussitôt une icône, à l'inverse de Dawn, qu'ils n'ont pas considérée à sa juste valeur. L'image a aujourd'hui disparu, mais on la connaît par des photographies d'archives d'exposition. C'est un portrait de Jacqueline Lamba. À l'été 1935, Dora participe à un séjour entre surréalistes. Et à ses côtés, Jacqueline, son amie, devenue épouse d'André Breton depuis 1 an. Elle attend un enfant, une fille, qu'ils appelleront Aube. En anglais, l'aube se traduit Dawn. Le titre porte donc le prénom de l'enfant à naître. Jacqueline pose devant Dora avec une expression qu'on ne lui connaît pas, mélancolique. La tête prise dans le cadre d'une fenêtre, comme enfermée. On ne voit pas la grossesse, pourtant elle accouchera 3 mois plus tard. 2 femmes, de part et d'autre de l'objectif. L'une porte un enfant, l'autre fait l'image, et Dawn exprime tout un monde, celui des femmes artistes de l'entre-deux-guerres. Dora Maar, Jacqueline Lamba, Lee Miller, Nuchéloir, elles se croisent, se photographient, se partagent des commandes, se soutiennent. C'est un réseau d'affection et d'entraide qui grandit. Et entre Dora et Jacqueline, en plus, se meut un même combat politique. Reste alors à comprendre le climat de ces années. Le crash de 1929 a laissé ses traces partout en Europe. Le chômage explose, les files de mendiants s'allongent, des familles entières basculent dans la pauvreté. Et face à cela, les artistes prennent parti. En 1933, Jacqueline Lamba rejoint l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, qui veut mettre l'art au service du combat ouvrier. L'année suivante, après les émeutes fascistes du 6 février 1934, Dora Maar signe leur tract « L'appel à la lutte ». De ce sursaut naît Contre-attaque, le mouvement de Breton et bataille contre le fascisme. Maar y milite, puis elle se rapproche du groupe Octobre, la troupe de théâtre militante de Prévert. Son engagement passe par l'appareil. En 1935, elle suit la troupe et filme le quotidien d'ouvriers dans une mine de montagne. Elle fait du corps prolétaire un sujet révolutionnaire, puis part à Londres pour photographier les ravages de la crise. À son retour, elle devient photographe de plateau pour un film ouvertement de gauche, Le crime de Monsieur Lange, de Jean Renoir et Jacques Prévert. C'est là que tout se noue. Bonsoir. Je passais dans le quartier, alors je suis venu vous dire bonsoir. Oui. Vous n'êtes donc pas mort? Eh ben, j'en ai pas l'air, dites donc. Hein. C'est la vie, c'est une question d'habitude, on s'y fait. Et vous, ça va? Tant que les affaires marchent bien, hein. Tant mieux, mon Dieu, tant mieux. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est mon costume? C'est mon costume qui vous choque? Moi, je trouve ça sérieux, hein? Ça pas sérieuse? C'est ça. Oh, mais vous avez mauvaise mine, mon petit gars. Oh là là. Oh, vous êtes fatigué. Asseyez-vous. Vous voulez une cigarette? Une innocente cigarette. Vous n'êtes pas mort. Ah, vous vous répétez. C'est du surmenage, ça. Alors, faut prendre des sels flaconnés. Ça vous va du bien. Le 7 janvier 1936, à la projection presse du film, on lui présente un homme. Les récits divergent sur le décor. Éluard dit avoir fait les présentations ce soir-là. Brassailles les situe au Café des Deux Magots à la même période. Peu importe. Ce qui compte, c'est le nom de cet homme. Picasso. C'est tout ce que vous avez là-dedans? Non, je voulais vous demander. Et Edith, elle est toujours ici? Non. Non?
Elle a dû réussir, elle a fait fortune, cette petite, elle était ravissante. Elle avait des chambres, mon ami. Hum? Et puis il y a Valentine. Ne parlez pas de Valentine. Faut pas parler de bon, donc, comme vous voudrez. Vous savez que j'ai l'intention de revenir ici. Non, non, Allez. c'est pas possible. Comment c'est pas possible? Pourquoi? Je suis chez moi ici, moi. Je suis chez moi. Dites ce que vous voulez. Vous savez, mon cher Lange. Pablo Picasso sort tout juste d'une séparation. Il vient de quitter Olga Koklova, sa femme, après une liaison cachée avec Marie-Thérèse Walter, qui attend un enfant de lui. Il peint peu, sculpte moins et se réfugie dans la poésie. Son mépris pour la photographie, lui, est affiché. Il aime à dire que le photographe est un raté, un peintre qui n'a pas réussi. Pourtant, Pablo a photographié. Dès ses débuts, il se tire le portrait, fixe ses amis, ses toiles. Mais il manque de technique. Ses idées lui échappent, et plutôt que d'en convenir, il accuse le médium. Enfin ça, c'est jusqu'à ce qu'il rencontre Dora Maar. À l'été 1936, ils deviennent amants. Elle lui ouvre son laboratoire. Ensemble, ils tirent 15 épreuves. Et Pablo comprend une chose. Dora est douée, bien plus douée que lui ne le sera jamais avec un appareil. Et cette idée, il ne la supporte pas. Alors, il ne lui interdit rien. Il dit seulement, de plus en plus fort, tout le mal qu'il pense de la photographie. Et Dora, par amour, ferme son atelier. Son espace de création propre disparaît. Sans studio ni laboratoire, elle ne peut plus honorer ses commandes. Elle se raréfie, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus qu'un seul sujet à portée d'objectif, lui. Elle ne veut pas lâcher son appareil. Alors elle le braque sur l'homme qui vient de lui offrir, en échange de sa chambre noire, un atelier de peinture, le sien. C'est entre ces 4 murs qu'il commence par la peindre. Le 5 septembre 1936, quelques mois après leur rencontre, Pablo réalise Dora et le Minotaure. Un ciel rouge, des ruines au loin, une femme nue, renversée dans l'herbe. Et au-dessus d'elle, une bête noire à cornes, qui lui tient le corps d'une main ferme. Le Minotaure, dans toute son œuvre, c'est lui, l'homme, qui déclarait, haut et fort, que l'art n'est jamais chaste. Le 26 avril 1937, l'aviation allemande, alliée de Franco, écrase la ville basque de Guernica. Ces jours de marché, plusieurs centaines de morts, peut-être plus d'1 millier selon les sources. Quelques jours plus tard, Pablo commence une toile immense qui portera le nom de la ville. Du 11 mai au 4 juin, Dora en photographiait les étapes. 8 images. On y voit la toile grandir, mais aussi les pots de peinture, les chiffons, la lumière de l'atelier, un soleil qui devient ampoule. De cette fresque naît un visage. À gauche de Guernica, une mère hurle, son enfant mord dans les bras. Pablo Picasso s'empare de cette figure et en tire une série entière, La femme qui pleure. Une trentaine de toiles, dont la production s'étendra de juin à octobre 1937. Toutes ont pour seul modèle Dora Maar. Lui dira vouloir montrer la douleur universelle de la guerre, mais le fond de sa pensée est tout autre, car à ses yeux, Dora est une femme qui pleure, sur la simple idée que les femmes seraient toutes
des machines à souffrance. Pourtant, rien dans ce qu'on sait de Dora ne ressemble à cette femme-là, la militante, la photographe au caractère tranché. Il n'en reste rien. Il ne peint pas Dora. Il peint ce qu'il veut qu'elle soit. Une muse, un objet. Dora, elle, ne s'y trompe pas. Alors elle se défend avec ses propres armes. Elle peint des portraits de lui, des portraits de femmes, sa propre version de la femme qui pleure. Et elle continue d'exposer ses photographies. À Paris, Londres, Tokyo, Amsterdam, dans les revues surréalistes comme dans les magazines de charme. Pablo ne parviendra jamais à lui faire lâcher son appareil. Il sera toujours là, à attendre que Dora le saisisse, et à l'été 1939, il l'accompagne dans une valise, destination Antibes. C'est là que Dora retrouve Jacqueline, deux amies, meurtries par les deux hommes de leur vie. Le temps d'un séjour, elle s'isole dans une chambre. Dora prend son appareil et Jacqueline pose. Deux muses qui, l'espace de quelques images, redeviennent ce qu'elles n'auraient jamais dû cesser d'être, des artistes. Mais entre les prises de vue, Jacqueline observe son amie. Elle voit ce que Dora ne dit pas, ce qu'elle endure chaque jour et à quel point elle ne peut plus s'en passer. Elle voit aussi qu'elle ne peut plus rien faire pour aider son amie captive. Le 3 septembre 1939, la France entre en guerre. Dora et Pablo partent se réfugier sur la côte atlantique. Et malgré tout, elle rêve encore. Sur son passeport de 1940, à la ligne profession, elle inscrit photographe et peintre des beaux-arts. C'est très certainement la dernière fois qu'elle y croit vraiment, car l'occupation s'installe. Un par un, ses proches quittent le pays. Jacqueline Lamba part aux États-Unis. Son père rentre en Argentine. Et sa mère meurt. À Paris, seule, pendant que Dora est empêchée de la rejoindre. Il ne lui reste que Pablo. Mais lui, à son tour, s'en va. En 1943, il rencontre Françoise Gillot. Dora s'accroche 2 ans sur fond d'illusion. Il lui offre une maison à Ménherbe dans le Vaucluse, pendant qu'il continue de voir son amante. Elle a tout perdu. Ses parents, ses amis, son travail, et l'homme dont elle ne sait plus se passer, la quitte pour une femme de 40 ans sa cadette. En 1945, l'inévitable arrive. Elle s'effondre d'une dépression nerveuse. Là où elle est internée, on lui administre des électrochocs. C'est Nuche et Paul Éluard qui l'arrachent à cet enfer. À sa sortie d'hôpital, tous observent une Dora Maar changée. Elle s'est tournée vers la religion, le catholicisme de sa mère, teinté d'un mysticisme qui la tiendra jusqu'au bout. Puis, en 1946, Nuche Éluard meurt. Les deux femmes devaient déjeuner ensemble ce jour-là. Dora apprend sa mort quelques heures seulement avant l'heure du rendez-vous. Ce drame met tout à l'arrêt. Ces natures mortes pourtant font d'elle une étoile montante de l'après-guerre. Mais la perte de Nuche,
C'est la goutte de trop. En ultime geste de réconfort, elle offre à Paul Éluard des portraits de la disparue pour illustrer le recueil en sa mémoire. Puis, elle détruit une partie de ses œuvres avant de se murer dans le silence à Ménherbe. C'est là, dans le Vaucluse, qu'elle cherche un semblant d'équilibre, loin de tout. À Ménherbe, Dora ne s'isole pas totalement. Entre deux toiles, il y a des visites. Les salons de Lise de Harme et de Marie-Laure de Noailles, Léonore Fini dont elle fait le portrait, et Jacqueline Lambat, son amie de toujours qui vient passer l'été à Ménherbe avec ses enfants. 30 ans après les Arts Déco, 15 ans après Antibes, elles sont encore là, l'une pour l'autre. Dans son atelier, les toiles de Dora se détachent enfin petit à petit de Pablo, jusqu'à accepter de reprendre des commandes 10 ans après son retrait. Elle produit des motifs et logos pour des maisons de couture. Elle passe même à la radio pour parler de la place des femmes dans l'art, aux côtés de Léonore Fini, Germaine Richier et Vieira da Silva. Dora reparle, elle se remontre. Et sa peinture a changé autant qu'elle. Des paysages du Vaucluse aux confins de l'abstraction. Tout son travail s'ancre dans la lumière du Sud. Mais le monde de l'art, lui, ne suit pas. Elle est venue trop tard à l'abstraction. Elle s'est trop longtemps absentée. Et son travail passe presque inaperçu. Malgré tout cela, elle ne cesse de créer. Dans le secret de son atelier, elle revient à la photographie. Certainement vers la fin des années 80, elle crée une quarantaine de négatifs abstraits. Elle les gratte, les brûle à l'acide, les repeint. Elle les travaille jusqu'à ce qu'ils ne soient plus tout à fait des photographies, ni tout à fait des peintures. Elle fait aussi des photogrammes, certains balafrés d'un coup de pinceau, d'autres plus doux et plus énigmatiques. Son œuvre tardive devient un écho lointain de ces années surréalistes, comme si rien ne s'était perdu. Dora est enfin parvenue à réunir les deux moitiés que sa vie avait séparées, la photographie et la peinture. En 1990, Dora Maar expose enfin ses peintures à Paris. Elle a 82 ans, elle n'ira pas au vernissage, mais on la redécouvre. Et l'année suivante, ses photographies des années 30 ressortent à Paris et en Espagne. De ces dernières années, on en sait peu, si ce n'est qu'elle vit recluse, pauvrement, loin de ceux qu'elle a connus. Les rares visiteurs rapportent des propos antisémites et homophobes. Le fait est attesté, et il assombrit la fin d'une femme qui fut, dans sa jeunesse, une militante de gauche. Le 16 juillet 1997, une voisine s'inquiète. Dora Maar est conduite à l'hôpital et c'est là qu'elle lâchera son dernier soupir. Ni enfant, ni testament, seules 7 personnes assistent à son enterrement. Et c'est ici que l'histoire rejoint son début.
4 mois plus tard, un généalogiste part chercher un héritier. Sa piste le mène en Croatie, dans un pays qui sort de la guerre. Il écume les mairies, les cimetières, les registres. Les pistes s'éteignent une à une, jusqu'à un village et une porte à laquelle il frappe. La vieille femme de 92 ans, vous la connaissez, c'est par elle que nous avons commencé. Elle n'a pas les moyens de garder 750 photographies sans compter les toiles. Alors elle demande une vente aux enchères. Elle a lieu à Paris 1 an plus tard, 3 jours d'enchères. Mais ce que les acheteurs convoitent, ce ne sont pas les mares, ce sont les Picasso qu'elle a gardés. Marchands, musées, collectionneurs se disputent les œuvres de l'homme, jalousement conservées par celle qu'on tient encore pour sa muse. Son travail à elle passe presque inaperçu, vendu en lot, jamais catalogué. D'ailleurs, c'est pour cela qu'aujourd'hui encore on peine à recenser son œuvre. Voilà pourquoi, si longtemps après, l'histoire de l'art n'a retenu de Dora Maar que la femme qui pleure, la muse de Picasso. Le même récit qui a réduit tant d'artistes femmes à des amantes, des hystériques, des notes de bas de page. Il faudra des années pour retrouver, dater, recomposer son œuvre dispersée. Mais depuis sa mort, beaucoup s'y emploient pour lui rendre ce qui est à elle. Pas la muse, pas la femme qui pleure, mais l'artiste. Si nous connaissons Dora Maar aujourd'hui, ce n'est pas grâce à Pablo Picasso. C'est grâce à d'autres femmes, des historiennes, des biographes, des commissaires d'exposition qui ont fouillé les archives, daté les tirages et refusé que l'artiste reste la femme qui pleure. Elles font pour Dora et Jacqueline ce que Dora et Jacqueline faisaient déjà l'une pour l'autre. Car c'est cela leur véritable héritage, celui du lien. Pour imposer son regard dans un monde d'hommes, il faut savoir s'entourer, se photographier, se publier, se recommander, se soutenir. C'est ensemble, à plusieurs, qu'elles ont mené un combat pour la liberté. Quand on a demandé à Françoise Gillot ce qui l'avait poussée à quitter Pablo Picasso, elle a répondu « Parce que la liberté est le seul amour qui mérite d'être gardé. » Jacqueline a conquis cette liberté par la volonté, Dora par la douleur. Seule d'abord, puis portée par toutes celles qui refusaient de l'abandonner. Dora, Jacqueline, Lie, Nuche et tant d'autres avaient tissé cette toile entre elles et 80 ans plus tard, par-delà le temps, d'autres femmes la prolongent. C'est là que notre récit trouve sa raison d'être. Dans une chambre provençale, un été où 2 amis ont noué les premiers fils d'une toile. Celle sur laquelle s'inscrivent depuis toutes celles qui refusent de les laisser dans l'ombre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nicéphore. Et un merci tout particulier à Camille du podcast Les Oubliés, avec qui j'ai pu produire cet épisode en miroir à celui de Jacqueline Lamba. Pour découvrir son récit, il vous suffit de cliquer sur le lien en description. Si vous, chère auditorice, vous avez aimé cette plongée dans l'histoire de Dora Maar, n'hésitez pas à mettre des étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi retrouver Nicéphore sur Instagram et TikTok pour poursuivre la discussion et découvrir encore plus de contenu sur l'histoire de la photographie. Prenez soin de vous et souvenez-vous, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.